envers les candidats. Donc le silence. Et j'annonce Zachary Dupin. T'as un PowerPoint aussi? Non, c'est juste mon ordi. Alors donc, comme apparemment il faut que j'annonce mon sujet avant, mon sujet c'est comment ne pas être beau et con à la fois. Merci. Donc je commence. Bonjour à tous, je m'appelle Zachary Dupin. Oui, j'ai pas eu le loisir de choisir mon nom de famille ni mon ordre de passage d'ailleurs. Je viens tout juste d'avoir 18 ans et je suis en première année en classe 7. Alors, avant de commencer les choses sérieuses, je voulais remercier chacun d'entre vous d'être ici, et puis l'élite professorale qui nous a fait le plaisir de se déplacer, à part monsieur Lafargue, mais c'est bien dommage. Merci donc à tout le monde d'être là. Bon, soyons un tout petit peu honnêtes, merci aussi pour avoir envie de gratter des crédits comme ça de manière complètement gratuite. Mais bon, c'est peut-être plus sympa, c'est clair que de voir ses camarades de promo se ridiculiser devant des sujets inventés par des professeurs sadiques, et méchants et profondément imbus de leur personne pour certains. C'est peut-être plus sympa en effet que d'assister à des conférences qui n'en finissent plus, dont je tairai le nom de peur de vous endormir. Alors, je parle, mais il faudra peut-être que je traite un peu plus de mon sujet. Mais de toute façon, vous n'inquiétez pas, le critère d'obtention de vos crédits est indépendant de ce que je vais pouvoir dire, donc vous aurez vos crédits et moi aussi, Dieu merci. Alors, mon sujet, donc, je vais vous le redire, écoutez bien, hein. Comment ne pas être beau et con à la fois? Ça fait réfléchir. Réfléchissez pas trop, on ne sait jamais. Comment ne pas être beau et con à la fois? Alors non, contre toute attente, je vous chanterai pas la chanson de Jackie pour les amateurs de Jacques Brel, ils comprendront. Il faut savoir que quand j'ai tiré et quand j'ai lu mon sujet pour la première fois à la classe, j'aime bien revenir, vous savez, au premier moment, aux premiers instants, des grandes choses comme ça donne un aspect assez dramatique, c'est sympa, ça m'amuse comme on peut. Donc j'ai lu mon sujet, j'ai pris un air grave, et j'ai déclamé d'une voix solennelle comment ne pas être beau et con à la fois. M'attendant à un rire général, j'ai simplement entendu la douce et mielleuse voix de mon cher professeur d'information et médias, Stéphane Ansel, pour ne pas le nommer, bonjour, me dire, il m'a dit ce jour-là, bon bah au moins t'es ni l'un ni l'autre. Sympa. Alors à défaut de vanter mon physique, cette phrase a au moins eu le mérite de me faire réfléchir. Bon, bien sûr pas dans l'immédiat, puisque le cours qui m'était dispensé était bien trop intéressant, n'est-ce pas? Mais ça m'a vraiment fait cogiter. Et avant de penser à comment ne pas être beau et con à la fois, j'ai d'abord essayé de... j'ai d'abord essayé de corréler et de hiérarchiser ces deux informations, en l'occurrence le physique et l'esprit. Je vais donc aujourd'hui essayer de vous parler de tout ça et de vous faire partager mon point de vue quant au physique et à l'esprit, et aussi et surtout quant à la relation qui unit ces deux éléments, relation qui est très étrange selon moi. Vous connaissez tous cet adage, on dit que le physique attire mais que l'esprit attache. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je vais vous faire part d'un truc un peu personnel, ne vous inquiétez pas, qui m'a un peu toujours interpellé. Quand on voit à la télévision, et notamment à la télé-réalité, je dis ça, je ne dis rien, des filles qui disent moi, mon homme idéal, faut qu'il soit grand, musclé, viril, une grosse voix d'homme, une carrure imposante, etc., etc. Alors quoi? Est-ce que ça veut vraiment dire que si la nana tombe sur un mec super intelligent, drôle, altruiste et tout ce qu'on veut, elle va dire t'es mignon mais t'es pas assez musclé, t'es un peu moche? Alors bien sûr, je caricature pour l'exemple, et je dis pas que tous les mecs avec un physique agréable sont forcément stupides, mais bon, vous m'accorderez qu'on rencontre rarement des mecs surtout qui ont les biceps de Jean-Claude Van Damme et le QI d'Einstein. Bien sûr, faut pas non plus inverser, hein, parce que pour le coup, un mec avec le QI de Jean-Claude Van Damme et les biceps d'Einstein, je suis pas persuadé que ça plaise aux filles. Je dirais ce que vous en pensez. Plus sérieusement, je trouve qu'on est dans une société aujourd'hui, et c'est mon point de vue, sur laquelle le physique prime sur l'esprit, et en un sens, je veux dire, c'est normal. Le physique est le premier aperçu qu'on a d'une personne, et bien souvent c'est le dernier. Là, je m'adresse à tout le monde.
Si un jour vous attendez le bus pour venir à l'ESG par exemple, et qu'une limousine se garde juste devant votre arrêt, qu'un mec super bien sapé descend, qui vient ouvrir la porte à un mec encore mieux sapé que lui, que ce mec arrive vers vous, qu'il est beau gosse et qu'il vient vous parler. Je m'arrête là. Vous aurez quand même plus de considération pour lui que s'il s'agissait d'un SDF bourré qui manque la moitié du visage, demi-jambiste et édenté sur ce qui lui reste, du coup. Nous sommes d'accord. Mais alors, qu'en est-il du proverbe? Il faut se méfier des apparences. Ou encore, l'habit ne fait pas le moine, est-il annulé par ce qui est beau et beau? Parce que, voilà, moi j'ai un problème. Saviez-vous que, donc ça c'est pour le bonus culture G, hein, on écoute les prépubères, Saviez-vous donc, désolé, que le mot beauté vient en gros du latin populaire bellus, qui est un diminutif de bonus, qui signifie bon. On est perdu. Est-ce que quelqu'un de beau serait nécessairement bon? Mais les gens bons seraient-ils aussi beaux? Ça introduit une troisième donnée, en plus, celle de la bonté. Je sens que vous en avez perdu quelques-uns. Après tout, pour faire simple et pour faire sans fioriture, je dirais, regardez ce qu'on est tous en train de faire ici. Enfin, ce que je suis en train de faire, parce que vous, à part m'écouter, vous ne faites rien. Et encore, j'en doute pour certains. Je tente ma chance à un concours d'éloquence. Bon, l'éloquence, c'est quoi finalement? C'est l'art de bien parler. C'est donc une forme d'apparence. Mais est-ce que le fait de bien parler implique nécessairement celui de dire des choses intelligentes? Pas le moins du monde. Regardez les grands dictateurs, Hitler par exemple. De manière objective, il s'exprimait avec une aisance folle et c'était une bête d'éloquence, il aurait certainement gagné ce concours. Et pourtant, vous conviendrez tous que son discours était loin d'être intelligent. Ou même pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, Jean-Claude Van Damme. Bon, ce mec a une éloquence correcte et il s'exprime avec facilité. Et pourtant, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'audace de visionner une de ses interviews, mais on n'est pas à l'Académie française. Et au contraire, Albert Einstein, pour prendre l'exemple inverse, était peu éloquent et très timide dès la plus petite école, alors qu'on le sait tous extrêmement intelligent. Je trouve que le physique et l'esprit entretiennent une relation étrange et presque malsaine. Ce sont deux composantes de base de l'être humain. Et d'ailleurs, saviez-vous que, deuxième bonus culture G, que dans la Grèce antique, le gymnase était le lieu d'apprentissage de base. C'est-à-dire qu'on apprenait à former et à construire son corps, mais très vite la joute verbale, donc l'ancêtre du concours d'éloquence qui nous réunit tous aujourd'hui dans la bonne humeur, est venue compléter la formation physique. Et le physique et l'esprit étaient donc, pour les Grecs également, deux aspects élémentaires de l'instruction. Alors, c'est peut-être un peu simpliste, mais laissez-moi vous donner mon point de vue sur une chose. Je pense qu'à défaut de pouvoir continuer sur la loi du plus fort, la société a muté simplement vers la loi du plus beau. Pardonnez-moi pour cette vision un peu primitive, mais alors que dans le temps, les femelles préféraient s'accoupler avec les mâles les plus forts, c'est aujourd'hui vers les mâles les plus beaux qu'elles se tournent. Pourquoi? Avant, cela leur garantissait des privilèges. Désormais, étant donné qu'être le plus fort ne vous donnera pas à bouffer, c'est simplement parce que avoir un compagnon beau, c'est flatteur. Bien sûr, je ne généralise pas, je veux dire, l'esprit est aussi un grand critère dans le choix du partenaire, mais regardez. Si votre meilleur ami vous dit un jour j'ai trouvé la fille de mes rêves, vraiment, je veux passer ma vie avec elle. La première question que vous allez lui poser, ou que vous allez penser très fort, ça va dépendre du degré d'amitié qui vous lie, ce sera « elle est comment ?» Il vous montre une photo, et physiquement, c'est plutôt la fille de vos cauchemars. C'est trop tard. Dans votre tête, quand vous penserez à elle, ce sera la moche. Alors, pourquoi vous ne lui avez pas demandé comment elle était mentalement? Ça ne se fait pas trop, et justement, ça ne se fait pas trop, c'est bien là qu'est toute la question. Les pronoms ont certes sujet en son contraire. Comment ne pas être moche et intelligent à la fois? Tout de suite, c'est bien plus facile. Pour ne pas être moche et intelligent à la fois, il nous suffit d'être con. Mais après tout, la beauté comme l'intelligence, c'est très subjectif. En fonction de quels critères peut-on dire de quelqu'un qu'il est beau? C'est difficile et les avis varient beaucoup. Et juger de l'intelligence de quelqu'un est aussi quelque chose de complexe. Est-ce qu'on est intelligent parce qu'on a des bonnes notes en cours? À voir. Un tiers des surdoués n'atteignent pas le bac et 2 tiers ne vont pas jusqu'en bac plus 2. Ici, tout le monde a son bac, hein. Et pourtant, Dieu sait que... Et d'ailleurs, l'intelligence ne peut-elle pas rendre beau? Le contraire est moins probable. J'espère en tout cas que vous comprenez ce que j'essaie de dire quand je vous parle d'une relation étrange entre le physique et l'esprit. Bon, comme je vois que tout le monde est un peu fatigué, la digestion fait des ravages, je vais me dépêcher de finir.
Comment ne pas être beau et con à la fois? J'ai envie de vous dire soyez moche. Mais pour dire un dernier mot, j'aimerais finir sur une citation que je vais, en la plaçant ici, détourner de son véritable sens, après tout ce que je viens de vous dire. Alfred de Musset disait, petite dédicace aux ex-littéraires de l'année dernière, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, on se comprend nous les 2% de L de l'ESGMS. Alfred de Musset disait, peu importe le flacon du moment qu'on a l'ivresse. Soyez heureux, entourez-vous des personnes qui vous rendent heureux, qu'elles aient la plastique de Jean-Claude Van Damme, le QI d'Einstein ou les deux. Merci beaucoup. La fausse nonchalance, la fausse détente. Je suis classe, hein? Non, ça on peut pas dire par contre. Bonjour à tous. Merci d'être venus me voir. Ça me fait extrêmement plaisir. Tout d'abord, j'aimerais que tout le monde se penche un peu sur mon sujet. Vous avez quelques minutes d'irresponsabilité. Je vais donc m'efforcer de réfléchir vite, faute de temps. Et oui, les minutes passent vite, et le temps c'est de... Non, c'est des crédits U-Discover. Commençons par le commencement, la définition. 2 définitions s'offrent à moi. La première est l'irresponsabilité des hommes politiques. Elle consiste à excuser toutes les actions des présidents et de ne les punir qu'à la fin de leur mandat. Mais passons, ça ne me concerne pas encore, je ne suis que délégué. La deuxième définition est celle qui s'applique à tous les Français, d'un point de vue juridique, qui explique que l'irresponsabilité est la dispense à une personne de répondre de ses actes. Pour résumer, j'aurai la possibilité, là maintenant, dans les minutes qui viennent, de faire absolument ce que je veux sans avoir peur d'être traduit en justice. En gros, je peux courir dans le premier magasin et voler le dernier t-shirt à la mode. Bon, j'avoue, petit joueur. À l'image du grand Arsène Lupin, je pourrais faire un casse de banque et au lieu de m'enfuir en courant, prendre tout simplement le bus. Et là, le chauffeur ne m'attend pas. Qu'à cela ne tienne. Il me reste un peu de temps, alors je peux rattraper le chauffeur à la station suivante et puis le tuer, sans aucune conséquence. Bah oui, je suis irresponsable. Oui, là vous pensez à tous les gens que vous voudriez tuer, sans aucune conséquence. Je ne suis pas fou. Qui d'entre vous n'a jamais rêvé de tuer un type juste parce qu'il vous saoulait? Eh bien, grâce à monsieur Stéphane Ancel, c'est enfin possible. Enfin, pour moi seulement. Vous me regardez maintenant comme un objet d'admiration. Vous êtes jaloux de mon sujet. Vous voudriez me demander de tuer un tas de gens dérangeants. Pensez au gars qui, quand vous rentrez dans le campus, vous souffle sa cigarette dans le visage. Je le tue. Pensez au type qui court parce qu'il est en retard à son cours de la fac et qui vous bouscule. Je serai votre justicier. Je le tue aussi. Pensez au photographe de médias qui nous a affiché au GTV. J'ai du temps. Je le tue. Non, je rigole. Hein. Après tout, pourquoi ne pas plutôt me lancer dans un projet plus grand, plus juste et moins égoïste? Je pourrais, si je me dépêche, assassiner un grand dictateur ou bien un dirigeant d'un groupe terroriste. Utiliser le mal pour le bien. Me salir les mains pour protéger celles des autres. Puisqu'après tout, je ne risque rien, je suis excusé de tout. En revanche, j'ai pas le temps de tout faire. Quel dilemme cornélien. Être égoïste ou grand seigneur? Il me reste presque plus de temps. Je fais appel à vous, le public. Vous avez des noms à mettre sur ma blacklist? Oui. Allez-y, hein, lâchez-vous, on a du temps. Bon, vous savez quoi, on va faire les choses bien. Envoyez-moi un nom, chacun, en inbox. Je m'appelle Jérémy Houry, merci à vous. Bonjour à tous, merci d'être présents. Bon, la blague elle a déjà été faite, mais comme je l'ai marqué, je vais la dire quand même. Même si je sais que vous êtes là pour gagner vos crédits, je vais faire semblant de ne pas le savoir et puis d'apprécier simplement votre présence. Et puis ça me permet d'avoir l'air intéressante pendant quelques minutes et ce grâce à vous. Donc voilà, merci, merci d'avance. Bien.
Je me suis réveillée ce matin de bonne humeur. Je m'étire, je regarde le plafond, je me dis que dans ces moments-là, je pourrais me comater pendant 6 mois et à mon réveil me marier avec mon lit. Puis, mon inévitable condition humaine me rattrape en me bousculant sauvagement de mes songes désormais lointains. Et là, le choc. Oui, le choc. Quentin, le choc, de Monsieur Lafargue. Voilà. Aussi inattendu que violent, aussi intuitif que désœuvrant. Donc, je panique, je tremble, j'ai le souffle coupé, la gorge sèche, je verse quelques larmes. Oui, car je suis très sensible. Non, non, je rigole, c'était pour vous attendrir. Bien. Je baisse donc la tête, et je vois un organe... excusez-moi, je baisse donc la tête, oui. Et je vois un organe qui n'est pas le mien. Je vérifie de peur de sombrer précocement dans la démence. Et effectivement, je suis bien debout, muni de cet organe, qui n'est en aucunement le mien, et qui pourtant appartient à mon corps, ou plutôt à ce corps, qui n'est pas le mien non plus. Ce corps velu, ses mains grossières, ses grands pieds... À quoi m'ont servi mes 500 € d'épilation laser? Non mais, où sont passés mes bras fins, mon allure distinguée, mes jambes douces et élancées? Oui, parce que je suis aussi modeste. Lundi matin, 8h10, me voilà désormais désemparée, debout, l'air oisif, doté d'un membre viril. Messieurs, dames, vous l'aurez compris, hier j'étais femme, aujourd'hui je suis homme. Allez! Merci. J'ai alors pensé à un cauchemar, j'ai cru même mourir. Enfin, c'est vrai, non, comprenez-moi, surtout vous les femmes. Ce membre viril aurait-il un impact conséquent sur mon cerveau, mon précieux cerveau, mon fidèle ami? Oh, ça va. Oh. Merci. Mon précieux cerveau, mon fidèle allié, mon puissant bouclier, celui qui m'a toujours soutenu, qui m'a toujours permis de prendre les bonnes décisions et de m'orienter dans la bonne direction. Celui sur lequel je me reposais pour me tracer un avenir ambitieux et brillant. Hier rationnel et sous mon contrôle, ma propre censure, j'étais seule, livrée à moi-même. Et il m'était impossible d'en parler à qui que ce soit. Déjà parce que mon allure avait changé, je n'avais plus le même visage, le même nez, le même corps, la même gestuelle, la même posture, la même démarche, la même voix. Bref, je n'étais plus la même personne puisque j'étais un homme. Hier Chloé, aujourd'hui Clément, mon nom avait changé. Je l'ai su en regardant ma carte d'identité, oui, parce que même ma carte d'identité avait changé. Et le pire, c'est qu'aucune personne de mon entourage, ni même mes proches, en particulier ma tendre mère, celle qui m'a donné la vie en tant que femme, elle-même ne me reconnaîtrait pas. Non mais, imaginez la situation embarrassante. Je viendrais la voir, elle ouvrirait la porte, puis verrait un homme bafouillant des phrases incompréhensibles car pris d'une crise de panique, et elle lui répondrait avec toute la délicatesse dont elle sait faire preuve. Excusez-moi jeune homme, vous êtes trompé d'adresse. Non, vous devez garder ce secret pour moi. Quitte à en souffrir, je voulais pas finir en hospitalisation psychiatrique à Sainte-Anne. Non, je rêvais d'ambition, j'avais une vie à construire. J'ai alors pris une grande décision. Hier j'étais femme, aujourd'hui je suis homme, demain serai-je peut-être hermaphrodite, transsexuel, insecte et animaux en tout genre. Qu'importe. Je décidai de faire table rase du passé et de commencer ma nouvelle vie d'homme. C'était une sorte de renaissance, peut-être un don de Dieu finalement. Peut-être m'envoyait-il comme messager rétablir la paix dans le monde, peut-être aurait-on plusieurs vies, une vie de femme, puis une vie d'homme, puis une vie qu'on choisirait en fonction de l'expérience que l'on a préférée, celle d'être un homme ou d'une femme. Une multitude d'hypothèses se déchaînaient. Et d'un coup d'un seul, une question métaphysique me traversa l'esprit. Mais qu'est-ce être un homme à l'époque moderne, dans ce grand XXIe siècle où l'on prône inlassablement l'égalité des sexes? Serais-je vraiment différent de mon différent ancien? En d'autres termes, serais-je désormais en tant qu'homme différent d'un point de vue moral de ce que j'étais en tant que femme? Une chose était sûre, j'étais bien un homme et l'envie presque enfantine de réaliser tous mes fantasmes de femme dans la peau d'un homme se manifesta. À l'époque, c'est-à-dire hier, quand j'étais encore femme, je constatais avec un léger dégoût tous ces hommes se sentant supérieurs aux femmes, sans aucune justification particulière de leur supériorité. Il n'y a pas de loi accréditant cette condescendance paraissant innée chez l'homme. Non, mais j'étais supérieure dans leur tête, parce que finalement, la société leur a donné ce pouvoir de supériorité. C'est vrai, regardez, dès notre plus tendre enfance, les chambres des filles sont roses, connaissant le romantisme, la féminité, la tendresse, et celles des garçons sont bleues. Ce bleu qui se masculinisera au lendemain de la Première Guerre mondiale en devenant la couleur officielle des uniformes militaires. Et puis, les petites filles jouent à la poupée, à la dinette, aux princesses, et les garçons, eux, aux voitures, aux jeux de guerre et à des super-héros. On s'inquiète même quand un petit garçon de 3 ans joue à la Barbie en le pensant efféminé. Oh, sacrilège! Bon, d'abord je vais lui acheter une épée Star Wars, ça lui fera plaisir, il oubliera ses Barbies, et si ça ne marche pas, je vais l'emmener voir le meilleur psychologue de la ville. Se disait une mère encore avant-hier, stupéfaite de voir son fils sachant à peine marcher jouer à la poupée. Tel est le paradoxe, sûrement alimenté par les histoires féeriques de Disney. Les super-héros forts vaillants viennent toujours délivrer la princesse, qui elle étant ingénue, fragile, a besoin d'aide.
Mais jamais, au grand jamais, le prince a eu besoin d'être délivré par sa princesse. Non mais, ça serait ridicule une princesse sur un cheval, vêtue d'un pantalon et de bottes, venant porter secours à son cher et tendre. Elle paraît très vulgaire, complètement aliénée, mal éduquée. Ainsi, ces enfants encore innocents sont acclimatés et différenciés par leur goût, leur comportement, sans même qu'ils aient pris conscience d'eux-mêmes. En fait, on les éduque à devenir des hommes et des femmes. Quoi qu'il en soit, désormais homme, je n'avais plus l'intention d'être féministe, et j'eus le désir de connaître moi aussi cette supériorité machiste. Quelle femme n'a jamais rêvé d'être un homme? J'allais enfin pouvoir écarter les jambes en m'asseyant, aller travailler en pantalon et en chaussures plates, sortir de la douche sans me démêler les cheveux, et pouvoir même intervenir dans une bagarre en prenant leur fier et révolté, sans avoir peur de ne pas savoir se battre ou de manquer de force face à l'adversaire. Car c'est incontestable, les femmes sont physiquement plus faibles que les hommes. Leurs muscles sont moins épais, moins développés, la puissance de leurs jambes et de leurs bras ne pourra jamais être égale à celle des hommes. Par exemple, dans Koh-Lanta, vous connaissez Koh-Lanta? Ouais, soyez pacifères, hein, voilà. Cette grande émission culturelle, les premiers éliminés sont des femmes, car elles ne savent pas couper du bois et une vue sur 10 c'est faire un feu. Non, en réalité, la femme de Koh-Lanta s'allonge sur le sable, prend quelques couleurs, par stratégie, dit que ses enfants lui manquent, et surtout fait la cuisine, c'est-à-dire coupe le manioc et fait chauffer le riz. Non. Et je me suis alors demandé quel homme serais-je. Plutôt ce romantique, ce poète refoulé, ce rêveur offrant des fleurs au premier rendez-vous, c'est un peu ringard, mais ou alors le chasseur, ce macho assumé en but de sa personne, ou encore ce comédien qui se joue de tous. Ah oui, tiens, c'est mon préféré celui-là. Ce roi de l'illusion, cet homme au cœur de lion, qui s'amuse à considérer les femmes comme de vulgaires produits de consommation. Pourquoi pas un produit de luxe pour la vie, ou alors un produit bas de gamme seulement pour une nuit? En tant qu'homme, je pourrais enfin gagner des bras de fer, me faire entendre lors des disputes par ma voix grave et imposante, mais aussi m'asseoir tranquillement à la terrasse d'un café, juste pour admirer derrière des passants, en pensant qu'elles finiront toutes dans mon lit alors que je n'oserais jamais en approcher une. Mais simplement, histoire de revendiquer fièrement ma perversité masculine. Et puis finalement, en tant qu'homme, je pourrais faire exactement ce que fait une femme, tout en bénéficiant des privilèges que possède un homme, comme celui d'obtenir un meilleur poste. Et puis, enfin, franchement, je m'y faisais à ma vie d'homme, je finissais même par l'apprécier. Et puis, l'homme moderne prend soin de lui. Il est au courant des dernières tendances, se coiffe, se crème, parfois même se maquille. Il lui arrive de croiser parfois au détour d'une avenue sa femme chez l'esthéticienne. Parce que l'homme aujourd'hui partage la note en deux et parfois se fait même inviter au restaurant. C'est un minimum, non? Il lui arrive même de se regarder dans la glace, plus qu'il ne regarde sa femme, qui paraîtrait presque moins soignée que lui. Le style homme des cavernes, c'est sur les années 80, maintenant ça se vit tout ça. On est en 2014, les gars. Alors, finalement, on peut se poser la question de savoir si l'homme moderne était une femme. C'est vrai, l'homme moderne fait des régimes, va à la salle de sport, boit du coca zéro ou light, l'homme se teint les cheveux, se fait poser des implants capillaires, car il ne supporte plus de vieillir et ne veut surtout pas paraître plus vieux que sa femme, qui ne supporte plus, mais dont il ne peut se séparer car de 1, elle lui fait à manger, repasser les chemises, et de 2, parce qu'il perdra la garde de ses enfants et aussi il est bien trop d'argent à divorcer. Donc finalement, après tous ces stéréotypes apaisants, j'étais enfin rassurée, je pouvais continuer d'être une femme tout en étant un homme. Quand soudain, j'ai entendu des bribes de notes de musique m'évoquant un souvenir passé douloureux qui me refroidit immédiatement le corps et l'esprit. Dimanche après-midi, 15h36, mon réveil sonne, je me réveille brusquement, un œil ouvert, les cheveux en bataille, j'éteins cette stupide alarme assourdissante et je réalise que tout cela n'était qu'un rêve agité. Nous ne sommes pas lundi mais bien dimanche et je pense avoir un peu trop vu la veille. Heureusement, vous comprenez bien, mon histoire touche à sa fin. Je suis dans la peau d'un homme pendant quelques minutes, ou plutôt le temps d'une longue nuit de sommeil tourmenté. Je peux donc enlever cette stupide cravate trop grande et conclure que finalement, c'était plutôt agréable dans les coulisses de la vie d'un homme. Je n'oublie pas cette citation de Groucho Marx, les hommes sont des femmes comme les autres. Merci de votre attention, à bon entendeur. Merci à vous. Bonjour à tous. Donc, avant tout, savez-vous pourquoi une corbeille papier ne peut pas aller à la piscine? Parce que la corbeille à papier... Non, j'avoue, j'ai essayé de faire la même blague à Carrefour, ça n'a pas super marché. Alors... Non, c'est fini, arrêtez quand même. Bon. Alors, donc... Voilà, je savais... Faut se concentrer. Alors... S'il vous plaît. Donc là, je savais que... Enfin, je présumais qu'en me présentant au concours d'éloquence, il y aurait des sujets passionnants, qui allaient me faire découvrir de nouveaux horizons, explorer des terres inconnues, me frotter aux grandes questions de l'humanité.
Écoute, écoutez, je pense même que je présumais mal. Doit-on obligatoirement faire l'amour avant de se dire adieu? Écoutez, si cette question n'a jamais été traitée par les plus grands philosophes, comme Platon, Aristote, Descartes et les autres, ben ce n'est pas un hasard. Non, ce n'est pas un hasard, puisqu'on s'en fout. Bah ouais, qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir si on doit faire l'amour avant de se dire adieu? C'est con. C'est beaucoup trop théorique pour ce genre de sujet. Mais bon, je vais m'y employer parce que je suis obligé, mais pour vous, cette question doit torturer l'esprit de certains. Et surtout pour le jury, parce que on me la fait pas. Un sujet comme ça, c'est pas par hasard. Non, mais il doit y en avoir un qui sait pas comment faire avec son conjoint à cause d'un léger dérapage. Alors, vous conviendrez, cher jury, que je ne puis traiter de ce sujet sans parler de Jane Manson et de sa célèbre chanson en 76. Alors je pense que beaucoup ne savent pas qui c'est Jane Manson. Alors pour vous, rapidement, c'est une actrice et chanteuse américaine des années 60-70 qui a chanté une célèbre chanson en français avant de nous dire adieu, où en gros elle demande à son ex-mari de lui faire l'amour une dernière fois. C'est une coquine. Alors... Donc c'est pour vous dire que si Rousseau n'a pas traité ce sujet, mais que c'est Jane Manson qui s'en est chargé, c'est que c'est vraiment une question, une question de merde, ouais, voilà. Donc si vous ne connaissez pas cette chanson, bien sûr, je vous conseille de déjà ressortir vos vieux vinyles et puis de l'écouter. Célèbre chanson, mais là c'est cadeau, c'est bonus général aussi. À ressortir dans les soirées karaoké au camping, donc c'est cadeau, c'est cadeau. Bon, revenons sur le cœur du sujet. Doit-on obligatoirement faire l'amour avant de se dire adieu? Avant de se dire adieu. Mais qui se dit adieu? Les couples? Les amis? On ne sait pas. Enfin, vous me direz uniquement les couples, bien sûr, puisqu'on parle de faire l'amour, ça va de soi. Avant, c'était la coutume. Mais ça, c'était avant. Les temps ont changé. Vous voyez qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les couples qui font l'amour. Doit-on obligatoirement faire l'amour avant de se dire adieu? La question est incomplète. Mais pourquoi doit-on obligatoirement faire l'amour avant de se dire adieu que quoi? Que veulent-ils dire à Dieu qui oblige de faire l'amour avant? Hashtag lol. Donc on ne sait pas qui se dit adieu, un couple ou des amis, ça peut alors être tout simplement un couple d'amis, mais alors là, je ne vous raconte pas l'orgie romaine, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a donc une ambiguïté dans ce sujet. C'est l'osmose physique de deux corps. Faire l'amour, c'est éprouver des sensations, des sentiments exceptionnels que l'on éprouve dans nulle autre situation pour aucune autre personne. C'est la concrétisation du sentiment amoureux construit par un couple. L'amour, c'est violent, un peu trop pour certains, mais c'est aussi l'accélération du rythme cardiaque. Le but principal de l'accouplement, c'est la reproduction. Car ne dit-on pas que l'enfant qui naît de cette union est le fruit de cet amour? Donc de base, faire l'amour, c'est pour les amoureux, et en général, les amoureux, c'est un couple. Donc, faire l'amour, c'est pour les couples. On va prendre un cas simple, premièrement parce que j'ai pas envie de me faire chier, et que deuxièmement, c'est plus simple pour vous. Le cas d'un couple hétérosexuel. Oui, bon, parce que aujourd'hui, entre les couples, les amis, les couples d'amis, les couples gays, lesbiens, transsexuels, moi j'ai rien contre l'un, mais il y a un moment, c'est un peu trop compliqué. Imaginez plutôt un couple. Ils sont ensemble depuis 3 ans, mariés, environ la trentaine. Lui, il bosse à Wall Street en tant que courtier, elle est les mannequins. Le mari va s'appeler, disons, Jordan, et sa femme, Naomi. Ça sonne bien, ça fait ricain. Faire l'amour. Voilà le vrai cœur du débat. Le reste n'est que poussière. La question est un simple prétexte, car lorsqu'un couple se sépare, aucun des deux ne veut du bien pour l'autre. Vous êtes d'accord? Donc avant de se dire adieu n'est qu'un simple prétexte égoïste pour faire l'amour, mais pas dans le sens reproductif, mais purement bestial, afin de prendre juste son pied sans se soucier du plaisir de l'autre. Car en soi, si ton partenaire fait très bien l'amour, bon, tu me diras s'il fait mal l'amour. S'il fait mal l'amour, on s'en fout, ok? Fallait pas le prendre. Et si par un prompt incident vous vous quittez, et pourquoi refuser de faire l'amour avec lui une dernière fois? Ça n'a pas de sens, c'est con. C'est comme refuser une bonne glace, même si c'est la dernière et qu'elle est chère. Chère parce que c'est la dernière, donc elle compte, mais chère aussi au niveau de l'argent. Bon, si elle est chère au niveau de l'argent, c'est le vendeur qui vous fait l'amour. Mais là, c'est une autre histoire, là au débat. Mais l'idée est là. Car rien n'est éternel, on peut mourir à tout instant, et donc le mot adieu n'a plus aucun sens.
Putain, c'est beau, hein. On devrait dire adieu à chaque personne que l'on croise en suivant ce raisonnement. Mais bon, si on doit faire l'amour à chaque fois pour dire adieu, c'est vite le bordel. Je crois que le plus important, je crois que le plus important quand on fait l'amour, que ce soit la dernière fois ou la énième fois, eh bien le plus important, je crois que c'est de jouir. Voilà. Vous allez commencer par vous calmer, hein, c'est pas... Parce qu'il faut tuer un poulet pour effrayer les autres, donc moi je vous mets dehors. Il est pas là, j'en ai rien à foutre, je vais me lâcher. Donc bonjour à tous. Ce que je vais vous dire, ça va être totalement humoristique, le prenez pas personnellement. Commencez pas à faire des... Je dis ça pour vous, donc rigolez pas. Commencez pas à faire des fixettes, ça va prendre au 18e degré. Pas d'interprétation personnelle. C'est fait avec amour. Donc je dis ça au cas où il y a des psychorrigides, maniaco-dépressifs. Donc je me présente, je m'appelle Samuel. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis quelqu'un de très timide, nature réservée, un peu stressé, là, je suis pas bien, je transpire. Non, rigolez pas, c'est vrai, hein. Et donc ce concours, pour moi, c'est un véritable challenge. Donc mon sujet, la malchance est-elle une fatalité? J'ai le seum. Non, je vous le dis, j'ai clairement le seum. Il y a des coming out, il y a des mecs qui se transforment en meufs, qui se retransforment en mecs. Je suis dégoûté, donc je vais faire de mon mieux. Le fond de mon sujet, ça me correspond pas. Je suis pas du tout d'accord avec cette pièce, c'est un peu trop développé. Philosophie, tout ça, c'est pas mon délire, donc je vais essayer de travailler sur la forme. Bon, on va commencer, hein. Donc là, je vais commencer par un petit cadeau, un petit bonus culture G. Un beau bonus culture G. Comme disait Victor Hugo, ça commence bien. La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Ça, tu le cales dans un petit dîner. Si tu rentres pas accompagné après avoir calé cette phrase, t'es vraiment laid. Mais bon, j'ai quand même essayé de réfléchir à tout ce qui me passait par la tête par rapport à la malchance. J'ai fait un brainstorming. Vous kiffez l'accent, hein. Alors personnellement, moi la malchance, ça m'a évoqué mon meilleur pote. On a tous un pote qui a vraiment pas de chance, une vie de merde, il galère, le mec en soirée finit en garde à vue. Vous avez tous ce pote. Au début, ça vous faisait de la peine. Maintenant, ça vous rassure, vous dites que vous êtes des mecs bien. Vous connaissez pas mon meilleur pote, ici on a Chabnet. Dédicace, hein, s'il est pas là, tant mieux. Après, je me suis dit qu'être absent dans un cours de la fac, ça peut être la malchance. Le mec peut appeler tout l'amphi, il s'en bat les couilles. Tant qu'il n'y a pas un absent, vous allez y passer, les gars. Vous allez y passer. Il est pas là, hein, il est pas là. Moi, je suis libre. Il y a la vidéo, mais je suis libre. Il est pas là, c'est bon. J'ai pensé à la SNCF. J'ai pensé au fisc. Et mon père qui m'a dit un peu le fisc, tout ça, c'est chaud. Non, c'est vrai, c'est la crise, hein. Et bon, j'avais pas vraiment d'idées concrètes. Surtout, je dois parler 5-10 minutes, donc je vais essayer de gagner du temps, parler doucement. Donc comme tout mec normal, bah, j'ai arrêté d'y penser. Je me suis assis chez moi, tranquille. Petit épisode de l'île des vérités 4. Faites pas les mecs, hein, je sais que vous regardez l'île des vérités. Et là, je me suis dit que... Bon, ils avaient pas de chance, intellectuellement, c'était chaud. Moi aussi, toi aussi. Toi aussi, toi aussi. Faites pas les gars sur le vous. Hein. Et que bah, le seul lien avec mon sujet, c'était la malchance intellectuelle des candidats. Mais bon, c'était classique, sous de la gueule des gens de la télé-réalité, c'est du réchauffé, j'ai essayé de trouver mieux. Mais bon, j'ai arrêté. On était à une semaine du concours, j'avais toujours rien trouvé, rien de concret. Comme tout adolescent attardé, j'ai mis ma famille à contribution. J'ai une famille de ouf, les gars. Bon, alors j'ai appelé mes grands-mères, des purs blédards. J'aurais dit, mamie, la malchance c'est une fatalité ou pas? Commence à me sortir des sortilèges. Ouais, dors avec une patte de poulet autour de ton lit, t'inquiète. Ok. Ça va m'enlever le mauvais œil. Donc le mauvais œil, malchance dans les sociétés méditerranéennes, si vous ne connaissez pas. Je sais qu'ici à l'ESG, il y a des Méditerranéens. Ne vous cassez pas. Bon, restez tranquille, hein. Vous n'avez pas gagné la Coupe du Monde, qu'est-ce qu'il y a? C'était assez space. Je devais allumer des bougies, faire le tour de chez moi, poser des pattes de poulet partout. Hashtag famille blédard. Ensuite, j'ai essayé de voir avec mes parents. Mes parents, ils sont intégrés, ils sont érudits. Ils m'ont dit, Sam, recherche les tragédies grecques,
tout ce qui est la fatalité, la malchance, le destin, ça m'a cassé les couilles. Mais bon, j'ai rouvert mes cours de première parce que j'ai gardé mes cours de première. Et en gros, la thèse des auteurs antiques sur le sujet, c'est qu'on n'échappe pas à sa destinée. Et donc on n'échappe pas à sa malchance. Je trouvais ça triste, je suis passé à autre chose. Après, j'ai arrêté de regarder dans ce sens, puis je suis resté à ce stade jusqu'à à peu près hier, minuit, 1h. Mais ça faisait pas 5 minutes, donc j'étais obligé de chercher. J'étais fatigué. Et donc j'étais avec mon petit frère. J'ai mis la contribution à mon petit frère. Et en gros, on était sur Facebook ensemble, on se faisait chier, hein, je vous le dis. On se faisait chier. Et on était en train de regarder son fil d'actualité. Et il y a une amie à lui qui avait changé de photo de profil. Et là, il m'a dit, putain, elle a pas de chance. Moi, j'ai tilté, je me suis dit, c'est bon là, je prends tout ce qu'on me donne, je vais pas... Elle a pas de chance, ok, on va voir. Bon, mon petit frère a 14 ans. Sa copine a 14 ans. Elle a des boutons, un appareil dentaire, un style de merde, une gueule de merde. Dans sa légende, j'avais une faute d'orthographe à tous les mots. Et là, j'ai compris que la puberté, c'était une période de malchance. Une vraie période de malchance. Vous, personne ne l'a évité. On est tous passés par là. Tu es passé par là? Toi aussi. Toi, t'es encore dedans. Et c'est vrai que c'est une période de malchance, mais tout le monde est touché. Les riches, les pauvres, les beaux, les moches, les cons, les intelligents, tout le monde est touché. Donc la malchance, ça peut être physique, l'acné, le style de merde, mental. On est vraiment con quand on est ado. Moi, depuis que je suis à l'ESG, j'ai vu ressortir des posts sur Facebook de 2009. Je vous assure, vous n'étiez pas des lumières, je n'étais pas des lumières. Une faute d'orthographe à tous les mots, des trucs de merde. Ouais, j'ai dépassé 1m80. Dédicace, Léo. Mais bon, c'était pas une fatalité. Vous vous en êtes sortis. Et tout le monde est passé par là, même Stéphane est passé par là. Tu as eu, vous avez eu. Ça l'a pas empêché de devenir un Apollon. Intellectuellement supérieur à vous tous. Je veux mon crédit, hein. Je vous le dis, je veux mon crédit. C'est quoi son seul défaut à Stéphane en vrai? C'est de pas être son frère, c'est tout. Non, continuez d'applaudir, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour moi. Mettez-moi en crédit, j'ai galéré, franchement, je suis fatigué. Et en gros, la malchance, ça va, ça vient, stressez pas. Pour ceux qui n'ont vraiment pas de chance, qui n'ont pas encore leur place pour la soirée d'un thé, le BDE vous fait un petit joker. Vous pouvez aller en R25 chercher vos places, sinon vous allez rater un truc. Donc voilà, au début ce sujet ne m'a pas fait kiffer, mais j'y ai pris plaisir. Non, franchement, c'est vrai. Et j'espère que vous aussi. Donc je souhaite remercier Stéphane pour l'organisation du concours. Passer un gros big up à Démosthène, sinon on serait pas là. Démosthène, les gars, vous savez qui c'est Démosthène? C'est un mec éloquent. J'en sais pas plus. Et je remercie aussi mon staff, Adrien Prieur, je sais pas si c'était là. Merci. Et Lucas Perelstein pour ses nombreux conseils. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Alors bonjour à tous, vous le savez sûrement et si vous ne le savez pas, c'est pas très grave, mais aujourd'hui c'est le bonjour pour passer pour une cloche. En effet, j'ai eu l'honneur, la chance et je dirais même le privilège de flancher sur le sujet Stéphane Ancel ou Frédéric Ancel. N'ayant pas entendu ce dernier parler un jour sur France Inter de la géopolitique du printemps arabe et aperçu Stéphane lors de la dernière soirée d'intégration de l'ESG, je ne les connaissais pas vraiment. J'ai donc effectué une enquête de voisinage s'apparentant plutôt à des bruits de couloir peu concluants. Saviez-vous que l'on peut apprendre beaucoup d'une personne grâce à son signe astrologique? Et saviez-vous que les poissons font preuve d'une grande détermination? Effectivement, il faut l'être pour décider de faire un si grand voyage, braver le vent, la pluie ou encore la neige, pour nous assurer les cours de sciences politiques, même à 3000 mètres d'altitude, pendant, vous l'aurez bien compris, le fameux voyage au ski. Vraiment, il faut en avoir envie.
Peut-être vous êtes-vous donné le mot avec François Lafargue pour savoir qui de vous deux serait le prof le plus machiavélique. Mais je ne m'attarderai pas sur ce cas, car j'ai décidé de porter mon poids sur ce dandy de l'ESG, ce cher Stéphane Ancel. Saviez-vous que les Gémeaux sont assez sur deux, voire vaniteux? Cela correspond tout à fait à ce cher Stéphane. Il suffit de voir l'assurance qui se dégage des titres de ses cours. Chapitre 2. La presse, libérée, déchaînée et mise au bas. Ça envoie du lourd. Les Gémeaux ont aussi la réputation d'être parfois assez décalés par rapport à la réalité. Et oui, c'est vrai qu'en soirée, lorsqu'on parle de Norbert Wiener, ce mathématicien, théoricien et chercheur en maths appliquées, niveau drague, on ne rencontre pas un franc succès. Et le mec risque plutôt de se dire qu'est-ce qu'elle me les brise avec ces histoires de mathématiciens, plutôt que ah ouais, j'ai en face de moi une fille avec plein de culture G et les chances de conclure deviennent en quelques secondes réduites à néant. Alors je vous propose un tonnerre d'applaudissements pour ces techniques de drague plutôt douteuses. De plus, il paraît que ces personnes ont la caractéristique d'être loyales. On aura tous compris son attachement pour la librairie Oxfam de l'ancien campus, située à une bonne demi-heure de l'ESG. Car vous l'aurez bien compris, c'est cette librairie et pas une autre. Et vous aurez la chance d'y choisir un livre parmi une sélection aux thèmes tous plus dingues les uns que les autres, comme le harcèlement moral ou encore la solitude. Passionnant. Ces lectures étant motivées par un souci d'apporter à ses élèves toujours plus de bonne culture G et bien sûr une soif grandissante de lecture. Ou peut-être se cache-t-il derrière un profond mal-être, de lourdes soirées de solitude, assis sur son canapé Chesterfield, habillé dans le peignoir Hermès et mangeant son plateau repas devant Kaamelott. Enfin, la dernière caractéristique majeure d'un Gémeaux est qu'il est connu pour être rapidement dépassé par les événements, comme les chaînes d'information avec la météo, on ne sait plus où donner de la tête, ou encore les pages Wikipédia et ces multitudes de mots bleus où on ne s'en sort jamais. Voilà. Genre, je sais pas. Non, parce qu'il n'y a pas de. Excuse-moi non plus, c'est pas. Porte bien les chemises, hein, c'est. Salutations à vous, élèves de l'ESG. Joker. Ouais, Samuel, alors tu penses que j'ai eu de la chance, mais détrompe-toi, gars. C'est mal à la caméra. Enfin bref. Comme mes camarades de classe l'ont peut-être remarqué, ou s'en souviennent encore, je n'ai laissé paraître aucune émotion quelques secondes après avoir découvert mon sujet. Ah ben ouais, je suis estomaqué. À peine arrivé en classe de médias et d'information, je vais m'attribuer le rôle d'un mec qui se révélait être gay. Vous vous demandez pourquoi? Parce que mon sujet c'est vous faites votre coming out. Maman, voilà, je te jure, c'est pas ma faute. Comprenez que là, je m'adapte au quartier, c'est notre chat complice, la 13e zoo. Alors je me lance dans mes recherches et je commence par Wiki. Mais comme d'hab, il me sort tout un petit baratin. Je ne trouve pas mon bonheur à mon plus grand désarroi. Cependant, j'ai appris une chose. Il y a une journée internationale dédiée au coming out le 11 octobre. Je m'y prends trop tard ou faut avoir le planning ou je suis lancé? Bref, je reviens dans mon sujet. Donc j'y vais. J'y cours, je retourne, je la saute. J'y retourne. En tout cas, à mon avis, nous pouvons être certains d'une chose, c'est que le 11 octobre, quelques personnes se sont vues libérées d'un poids, quelques personnes ont pris un nouveau départ et ont commencé à vivre comme ils l'entendaient.
comme je disais souvent à mon frère, après tout, chacun son délire. À part ça, quand je me suis même censé faire... À part ça, je suis quand même censé faire mon coming out. Bon, j'avoue, quand j'entends la voix sensuelle de Monsieur Lafargue quand il nous chuchote le petit absent. C'est dommage qu'il soit pas là d'ailleurs. Je fonds totalement. Ou encore quand Monsieur Anciel Junior, oui, se dandine dans son costume en 3 pièces. Je pense qu'il y a une chose. Je vais arrêter. Je tiens à ma scolarité. Mais par contre, j'attends qu'une chose, c'est de vous voir, vous, Monsieur Ancel, avec Orienté, ce soir. Sinon, je comprenais bien que je me verrais obligé de vous dire au prochain cours. Dis donc, vous le saurez. Bon, je dois vous avouer, un jour j'étais devant la télé avec mon ex-copain, mon ex-copine, et on regardait ce Red Story. Pas de commentaires s'il vous plaît. Bref, je vous disais, on regardait ce Red Story, et là je tombe sur un homme, une femme, un homme-femme, je sais pas si vous voyez de qui je parle. Il n'arrêtait pas de crier, de danser, jalousie. Et là, je me suis senti bizarre. Je suis parti m'enfermer dans la salle de bain et j'ai pleuré. Non, je rigole. J'ai imité, franchement, j'étais dosé. Bon, je crois que je vais arrêter ce passage. Bon, allez, je retourne à mes recherches. Quelques instants après, je suis tombé sur les coming out de personnes célèbres. Des acteurs, des chanteurs, des profs. D'un coup, je m'arrête et je vois le nom de Zachary Quinto. Je ne sais pas si vous voyez l'acteur dans Hero, la série Hero. Concrètement, il avait le rôle de tuer un peu tout le monde. Il était viril, charismatique, comme quoi Frédéric. T'as toutes les chances? Oui, je disais comme quoi. Certaines personnes vont se dire peut-être que je me suis écarté dans mon sujet, mais j'ai qu'une chose à vous dire. Et je me suis fait griller dans le marais, toujours les sous-titres. Et puis, pour tout ça, je suis vraiment désolé. Alors oui, c'est vrai, mon sujet c'était vous faites un coming out. Et vous vous en doutez sûrement, je suis loin de vouloir faire le mien. Pour ceux qui ont vu le GTV, en ont la certitude, je le répète et crédit. Bon, j'espère que vous allez apprécier la prestation. De toute façon, dans quelques heures, vous aurez 3 grammes d'encens et on en reparlera plus. Il fait chaud, non? Vous ne trouvez pas? Il fait tellement chaud dans les salles de cours que j'aimerais mettre, je cite, Monsieur François Lafargue. D'ailleurs, qui devait être là, mais... Il n'a pas osé... Il n'a pas osé, c'est dommage parce que j'avais une petite surprise pour lui. Bon, ceci dit, en français, j'ai vraiment chaud, là, je viens d'arriver, donc je suis en surchauffe, là, et en plus j'ai mon... Bref, vous remarquerez que je suis déjà en quelque sorte nue devant vous aujourd'hui. Donc, passer devant tant de personnes, c'est comme être démunis et dénudés. En ce qui concerne mon sujet, même si celui-ci me correspond relativement bien, moi ayant toujours très très chaud, je suis restée quelque peu perturbée en tirant mon sujet. Donc, déjà, pourquoi faut-il qu'un sujet tel que celui-ci tombe sur moi, une élève quelconque de la l'AG Management School? Je n'ai bien évidemment émis aucun soupçon à l'égard de l'organisateur du concours et le hasard de son tirage. Ensuite, le nom de Monsieur Lafargue, si je m'attendais à ça.
Justement, il devait être là, donc je voulais lui faire un petit discours, mais bon. Alors, si vous jugez mon discours abusé, sachez que c'est votre sujet qui l'était de base. Ceci dit, poursuivons. Je voudrais préciser que l'an dernier, je n'allais pas en cours classique au lycée, mais je suivais des cours à distance. Tout cela pour en venir au fait que nous bénéficions d'un privilège, celui de pouvoir réaliser la moindre de nos envies, comme celle de ne rien faire toute l'année, par exemple, ou de travailler en toute nudité. C'est ce qui est très plaisant et stimulant pour le cerveau. En allant excusez-moi. Oula, mais l'émotion. Donc oui, voilà, c'est ça. Il fait chaud ici. Donc le fait d'aller à l'encontre du puritanisme provoque un effet de jouissance bénéfique à l'esprit. Vous devriez essayer. Saviez-vous qu'en Grèce antique, la nudité s'affichait publiquement lors de processions religieuses ou dans le sport encore? Vous remarquerez que nu se dit gymnos. Leurs dieux figuraient d'ailleurs souvent nus. Donc cependant, il s'agissait de représentations modestes de la nudité avec des sexes enfantins. On se le dise, mesdemoiselles, ceux qu'on ne voudrait pas... Bref. Quant aux femmes, elles furent représentées avec des sexes invisibles afin d'idéaliser leur corps. Ce qui est idiot vu qu'elles sont déjà parfaites. Quoi qu'il en soit, les temps ont bien changé. L'art de la nudité n'est plus ce qu'il était, au sein d'une société qui, oui, la valorise, mais surtout la vulgarise et la photoshop. Auparavant, il se faisait des vers si beaux sur la nudité. Je parle évidemment de La courbe de tes yeux de Paul Éluard, poème incontournable. De mon point de vue, la nudité est une chose sublime. Tout dépend de la manière dont nous l'exposons et l'interprétons. En soi, s'habiller est une norme ancrée dans les mœurs. Nous l'appliquons afin de ne pas paraître différent, de ne pas choquer. Mais qu'y a-t-il de choquant? Le choquant se trouve, selon moi, dans la vision perverse du nu pour les gens. L'exposition du bijou qu'est notre corps, le naturisme entre autres, est une pratique de la nudité qui a pour but de favoriser le respect de soi et des autres. Alors ce qui me paraît choquant serait plutôt les personnes qui se permettent de juger ceux qui osent. Ils ne demandent pas la compréhension, vous savez, simplement le respect. Où est le mal à cela? Où est le mal à vivre nu? Je vous le demande à présent. Qui n'a jamais eu envie une seule fois dans sa vie, là j'ai du mal, d'être nu, de vivre nu, libre sous le soleil ou en classe? Cette envie peut surprendre. Pourtant, je l'ai eu à maintes et maintes reprises, je vous l'avoue. Cette envie folle en classe de jour. Il est vrai que la nudité est naturelle. Dieu ne nous a-t-il pas créés ainsi? Et cela ne serait toujours pas le cas si Ève n'avait pas croqué cette putain de pomme. Bonjour, salut. Voilà, alors j'ai un sujet assez intéressant, bon, même s'il m'a surpris au début, c'est Facebook. Bon, avant de commencer, comme on parle des réseaux sociaux, j'aimerais revenir à quelque chose d'actuel. J'aimerais faire un selfie avec vous tous. Ouais, non? Allez-y. Bah, attendez. Bon, voilà, très bien. Bof, ok. Donc, bon, alors, en découvrant l'intitulé de mon sujet, expliquer Facebook à vos arrière-grands-parents, je fus tout d'abord très surpris, très agacé, contrarié, exacerbé. Et mécontent. Je me suis immédiatement posé la question de savoir comment un professeur de l'ESG Management School, le très apprécié tant pour ses qualités d'orateur que ses connaissances en culture générale, j'ai l'honneur de vous nommer Monsieur Ancel, pouvait se permettre d'écrire une phrase d'un non-sens pareil. Je m'explique. Comment peut-on utiliser, dans une même et unique phrase, le mot Facebook et arrière-grands-parents? Passé ce moment de colère, d'emportement, d'exaspération et d'indignation, je me suis résolu, et de toutes les façons, je n'avais plus le choix. C'est alors que pendant plusieurs jours, je radotais cette terrible phrase dans ma tête, présenter Facebook à vos arrière-grands-parents.
Et c'est au bout de plusieurs semaines intenses de réflexion, plusieurs mois intenses de réflexion, qu'une idée me vint. Pourquoi ne pas aller voir mon arrière-grand-mère pour lui parler de Facebook? Et je pourrais ainsi retranscrire ses réactions. Alors pour être tout à fait honnête, les seules fois où je vais rendre visite à mon arrière-grand-mère, c'est lorsque j'ai des petits soucis financiers. Donc imaginez-vous sa surprise lorsqu'elle me voit arriver à sa porte, sourire aux lèvres, pour une fois que je ne venais pas lui pleurer quelques deniers. Enfin bon, je sonne à sa porte, elle m'accueille chaleureusement comme une grand-mère pourrait accueillir son petit-fils. Et donc elle me propose du thé et des gâteaux. Bon, c'était pas ça. Bref, je m'assois donc sur son canapé, elle fait de même. Et c'est en sentant son haleine fétide et naphtalineuse que je me suis demandé pour la énième fois pourquoi. Pourquoi ai-je levé ma main pour participer à ce concours? Pourquoi je n'ai pas tout simplement fermé ma gueule? Soit, de toutes les façons, je n'avais plus le choix. Je reprends ma respiration et je commence à lui parler. Mémé. Ah oui, ma grand-mère, je l'appelle Mémé. Mamie, c'est un peu trop jeune, mais Mémé d'ailleurs, mais bon. Je commence donc à lui parler. Mémé, je voulais savoir si tu sais ce que c'est Facebook, lui dis-je. Comment? Me répondra-t-elle. Facebook. Est-ce que tu sais ce que c'est Facebook? Attends, j'arrive, j'ai oublié mon appareil. Malheureusement, son appareil elle a mis est devant moi en plus. Et ce n'était pas vraiment un spectacle des plus ravissants. Bien au contraire. Je vous passe les détails, mais bon, ce sont les risques du métier. Travail d'investigation. Qu'est-ce que tu disais, me déclara-t-elle? Facebook. Facebook. Tu sais ce que c'est Facebook? Lui répétai-je pour la énième fois. Ah non, du tout. C'est quoi ça encore, Facebook? Bidon. Je vais tout expliquer, mais avant tout, j'aimerais savoir si tu sais ce que c'est Internet. Ah, le télégramme. Ah, le télégramme, me cria-t-elle, heureuse d'avoir la bonne réponse et se croyant à question pour un champion. Non, Internet, c'est 2-3 innovations technologiques après. Donc je résume, pour le moment, pour ceux qui n'ont pas tout suivi. Je suis parti voir mon arrière-grand-mère pour l'interroger. Elle a mis son appareil auditif, j'ai été assez traumatisé. Il reste donc le plus important, lui expliquer et lui présenter Facebook. Comment ai-je trouvé les mots pour lui expliquer, je ne sais plus. Mais ce dont je me rappelle, c'est bien sûr les réactions que mon arrière-grand-mère a eues quand je lui ai parlé de Facebook et quand elle a découvert pour la première fois. Tout d'abord, remettons les choses dans leur contexte. En venant quand même de loin, je me devais de passer par la phase Minitel, téléphone sans fil, Internet. Et ce n'est qu'à la fin de l'explication d'Internet que je suis entré dans le vif du sujet. Mais, donc Facebook, c'est un site Internet, commençai-je. Jusqu'au moment où elle me demanda si on pouvait y accéder directement par un serveur interne ou bien s'il fallait passer par une plateforme. Elle est devenue calée. Bon, quoi qu'il en soit, je ne réponds pas à sa question et je reprends mon explication. Facebook, c'est un site Internet. Et plus précisément un réseau social. C'est le numéro 1 des réseaux sociaux. Comme toi. En disant les derniers mots de cette phrase, je pensais au cadeau que j'allais recevoir en rentrant chez moi. Donc, Facebook te permettra avant de partir, Donc... J'ai pas fait exprès. Donc Facebook te permettra de pouvoir recontacter tes amis. Enfin ceux qui te restent bien sûr. De voir leurs photos. Vous pourrez même comparer les différentes fonctionnalités de vos chaises roulantes. Ah aussi sur Facebook, le plus important c'est la photo de profil. Alors là je lui explique la photo de profil. Je lui dis par exemple, très généralement, les utilisateurs de Facebook, ils mettent une photo d'eux, leurs chiens, leurs petits-enfants. Il y en a d'autres aussi qui mettent une photo de profil qui correspond à leurs activités. Par exemple, certaines personnes se reconnaîtront, mettre sur Facebook une photo de profil d'un verre de vin blanc sur une table à la plage par exemple. Ah, c'est Monsieur Ansel, la photo de profil de Monsieur Ansel. Tu peux écrire ce que tu... Faut que ça passe. Tu peux aussi écrire ce que tu ressens à travers ton mur, je lui explique. Elle me dit,
Et c'est là qu'elle m'interrompt comme ça et elle me dit faut que ça passe, hein, la blague. Ah les salauds, ils ont mis ça, c'est bolchevique. Ah bah, c'est pas passé. Alors pour ceux qui n'auraient pas compris, ma grand-mère a parlé elle faisait allusion au mur de Berlin. Alors je lui fais non c'est pas ça, sur le mur tu peux écrire tout ce que tu ressens. Elle me dit ah mais c'est super ce Facebook d'ailleurs. C'est marrant que tu me parles de ça parce qu'il y a un monsieur qui est venu il n'y a pas longtemps et il vendait des oranges. Et il m'a proposé d'installer internet. T'as compris aussi la blague là? Orange, France Télécom. Bon, elle me dit alors écoute. Alors elle me dit écoute, ça me plaît tout ce que tu m'as parlé. Et donc tu vas aller m'acheter un écran, un ordinateur et une souris, et aussi un clavier, comme Christian. Préciser que lors de l'élaboration de ce texte, il n'y a aucun mal qui a été infligé à aucune des grand-mères. C'est pour se présenter. Ça prend la tête devant encore. Hein? Non, c'est pas possible. Bon, malheureusement, au début, il vient de me dire c'est quoi mon sujet. Non, en vrai, la réalité, c'est quoi? C'est que je savais pas que vous étiez tous aussi bien préparés, donc du coup, je suis un peu pris de court. Donc bonjour, je m'appelle Raphaël Zrébi. Et mon sujet c'est un matin vous vous réveillez dans la peau d'un regard. Le proté. Bon je crois que c'est bien parti pour l'instant. Donc du coup on va faire avec. Donc j'arrive. Mais après le problème c'est quoi en réalité? C'est quoi? C'est que je crois que ce sujet ils l'ont tiré 2 fois. Ils vous ont pas tiré après le choix entre Frédéric et Stéphane Ancel je crois. Enfin, malheureusement les blagues c'est pas mon fort. Mais du coup, donc ce matin en gros, j'arrive comme ça, shorté, j'étais à la school, et je me réveille. Clubber. Et j'étais avec une belle femme hier soir, la nuit, je m'endors, heureux, mission accomplie, j'ai fait ce que j'avais à faire. Le matin, je me lève, et là, qu'est-ce que je vois? Plus rien. Qu'est-ce que je vois? Plus rien. Je me dis mince, qu'est-ce qui m'arrive? J'arrive, je suis devant la glace, je me dis waouh, qu'est-ce que je vois? Plus rien. Je suis fatigué. Plus rien. Un homme laid, fatigué, pas beau, à l'ESG. Non je rigole, il est à l'ESG mais il est beau gosse. C'est quoi ces plaidants? Et du coup il arrive, il va à l'école. Il marche, il y a tout le monde qui le pousse. On le pousse, il arrive en cours. Il arrive dans le cours de Monsieur Ancel. Monsieur Ancel le pousse. Il le pousse. Et après il le critique. Voilà, c'était David Araga, je vous remercie. Vous avez une bonne journée. Eh bien, il nous reste à vous remercier. On va débriefer, mais ça va être rapide. On vous retrouve évidemment la semaine prochaine